Ça, c'est le progrès, tel qu'on le voit et tel qu'on le vit. Une évolution technologique qui nous propulse de la préhistoire à l'informatique quantique. L'Homo sapiens n'a cessé d'inventer, de modifier et d'adapter sa manière de vivre et son environnement. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse l'être humain à se développer dans cette direction ? Et si ce n'était qu'une histoire qu'on se raconte pour ne pas sombrer ? On va tenter de répondre à ces questions en analysant le biais social humain, l'émancipant de l'évolution naturelle. Acte 1. Origine du mythe. L'Homo sapiens, donc notre espèce, n'a que 50 000 ans. Ça paraît beaucoup comme ça, mais à l'échelle de l'évolution, ce n'est vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire qu'entre l'Australopithèque et nous, il y a 2,5 millions d'années. Et entre les premières traces du coup d'Homo sapiens et aujourd'hui, il y a 50 000 ans. Pour rappel, l'agriculture commence autour de moins 8000, donc il y a 10 000 ans. Et l'écriture apparaît autour de moins 3000, donc il y a 5000 ans. La Mésopotamie voit les premières étapes du progrès. Les cités et empires s'enchaînent et se multiplient. La concentration de population favorise le progrès. Les connaissances, les idées, les découvertes et les inventions se partagent bien plus vite. Arrivent les Grecs, qui appelaient le progrès techné, ou l'art de bien faire. Avec cette notion presque philosophique, ils y voyaient un idéal, un moteur sociétal pour développer leur cité tout en gardant le contact avec leur religion. Donc avec une vision orientée sur un futur meilleur. Puis le siècle des Lumières, si la raison et la science éclairent le monde, demain sera forcément meilleur. Les inventions se succèdent, les théories volent de partout, la pensée se libère. Le terme technologie commence à apparaître, mais surtout, on commence à orienter les inventions vers l'idée de confort. Au 19e, une nette accélération commence. La locomotive, l'électricité, l'acier débarquent. Le progrès est identifié et on commence à le sacraliser. Dans son livre Technology, The Emergence of Hazardous Concepts, Léo Marx appelle ça l'idéologie du progrès, ou une promesse plus forte qu'une prophétie biblique. Aujourd'hui, le terme progrès est défini ou compris comme une recherche d'amélioration constante, technologique ou sociale. Le mot progrès est d'ailleurs issu du latin progressus, traduit en marche en avant. Si on parle de progrès, on doit parler d'intelligence. Définir l'intelligence n'est pas si simple, mais aujourd'hui, on s'accorde à dire que c'est la faculté à résoudre des problèmes en raisonnant, en apprenant et en progressant individuellement et collectivement. Suivant les degrés de difficulté des problèmes, on déterminera le niveau d'intelligence. Le progrès pourrait donc être une conséquence de l'intelligence, nous aidant à trouver des solutions et finalement, dans l'état actuel des choses, dans notre quête de confort et de facilité, le progrès se substitue à notre intelligence. Le problème, chaque nouvelle avancée crée un nouveau défi, un nouveau problème. L'anthropologue Ronald Wright parle de progress trap. Chaque innovation crée le terrain de la prochaine crise. C'est pourquoi ma définition du progrès est la recherche d'une solution à un problème que l'on a nous-mêmes créé précédemment. Pense au pétrole et au plastique par exemple, révolution d'une époque et moteur industriel. Aujourd'hui, pollution et nouveaux défis écologiques, concentration des richesses, guerre, etc. Avant d'étudier le progrès, il est important de différencier les souches de celui-ci. Pour faire simple, on pourra distinguer le progrès technique et technologique, le progrès moral, le progrès politique et social et le progrès culturel. Ils ne progressent pas tous à la même vitesse, mais sont souvent liés et parfois les uns prennent le pas sur les autres. Donc finalement, le tout est de savoir sous quel angle on va juger le progrès. Beaucoup d'autres, bien plus intelligents, l'ont fait avant nous. On va s'appuyer sur leur thèse et attaquer le sujet avec une approche un peu différente. Les philosophes et grands penseurs fragmentent le progrès et l'analysent surtout depuis les révolutions industrielles, en s'appuyant sur la domination technologique de l'Occident. Aujourd'hui, on va prendre le progrès comme un biais collectif humain, une conséquence de l'intelligence de manière globale et les répercussions sur l'histoire de l'humanité. Le progrès n'est pas une loi de la nature, mais une foi collective, avec cette idée presque génétique d'avancer et de faire évoluer notre société vers un concept, vers un idéal qui, par nature, n'a pas de fin ni de limite. Acte 2. Le moteur psychologique.
L'auteur John Gray dit que sans une foi irrationnelle dans le progrès, on flirterait vite avec le nihilisme. Le nihilisme étant le concept philosophique disant qu'il n'existe aucun sens réel, aucune vérité absolue ni valeur morale dans l'univers. Autrement dit, tout ce qui semble important, tout ce qui semble avoir de la valeur est inventé par les humains et n'existe pas. Le progrès ou l'idée de progresser serait donc l'antidote contre notre névrose collective. Combler le vide, combler le doute. Se donner un but et avancer. On remplace l'absence de sens par une trajectoire, même imaginaire, vers un mieux. Les psychologues confirment que la perception d'un but protège contre l'angoisse et l'ennui existentiel. Le besoin d'accomplissement personnel est d'ailleurs placé tout en haut de la pyramide de Maslow. Sans objectif, l'ennui se transforme vite en crise existentielle. L'être humain cherche alors coûte que coûte à faire plutôt qu'à être. L'idée de progrès joue ce rôle de GPS collectif. Il promet un point B plus désirable que le point A et justifie l'effort nécessaire qu'on lui accorde. On touche donc à la notion de désir, incontournable trait philosophique de l'humain. Bien que ces biais restent encore propres à chacun, l'Homo sapiens reste un animal social évoluant en communauté. Et la communauté, la collectivité ou l'intelligence collective est l'élément central du progrès, accélérant et amplifiant le phénomène. D'après une étude de Carnegie Mellon, la performance d'un groupe dépend bien plus de l'empathie partagée que du QI individuel. Autrement dit, un groupe de plusieurs personnes, dans la norme intellectuelle, résoudra plus de problèmes et de manière plus efficace qu'une personne super intelligente seule. Dans le groupe, chacun aura quelque chose à apporter et pourra combler le déficit du voisin. La communication, le partage et l'entraide seraient donc supérieurs à une super intelligence seule. Et pourtant, quand on pense au progrès, certains visages ou noms nous viennent en tête. Edison, Tesla, Einstein ou Hawking. Ces génies ont, à eux seuls, fait avancer l'humanité, en héritant aussi de recherches passées évidemment, ce qui m'emmène rapidement sur une thèse qui m'est propre. L'être humain ne crée ni n'invente rien. Il développe, il transforme, il combine, mais il ne sait pas créer. La nuance est importante et je ne parle pas là de simple définition de mots, mais plus des limites humaines. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Mais parfois, l'être humain trébuche et trouve quelque chose qu'il ne cherchait pas. On appelle ça la sérendipité, une découverte heureuse non cherchée. Il y a des exemples un peu partout, la pénicilline d'Alexander Fleming, trouvée par hasard parce qu'une boîte de pétri fut contaminée, le post-it né d'une colle ratée qui collait mal, ou le micro-ondes découvert quand un chocolat a fondu dans la poche d'un ingénieur radar. Ou même, ça n'a rien à voir, ou même les grottes de Lascaux trouvées par un gamin qui cherchait son chien. Peut-être que finalement la seule manière pour l'humain de créer est de le faire inconsciemment et indépendamment de sa volonté. En tout cas, ces éclairs et ces génies confirment qu'une individualité peut déclencher une onde de choc que le collectif amplifie ensuite, puis repris par de nouvelles individualités pour développer à nouveau. Une sorte de cercle infini. À ce constat, on peut ajouter que la courbe démographique mondiale a explosé ce dernier siècle. La technologie et l'industrie ont fait un bond de géant également, assistant l'humain dans leurs nouvelles tâches. Donc plus de cerveaux disponibles, plus de nouvelles technologies égale amplification du processus. Le progrès accélère. On le voit facilement d'ailleurs, le décalage entre les générations est édifiant. D'autant plus que l'espérance de vie augmente, faisant des humains de plus en plus âgés, traversant les chapitres du progrès comme jamais auparavant. Acte 4. Décorrélation humain-nature. La mondialisation a étendu et dynamisé le progrès. Toute la population mondiale n'est pas au même stade bien sûr, mais en regardant la chronologie du progrès dans son ensemble, les zones géographiques sont réparties partout sur le globe, parfois en simultané, parfois en différé. À ce jour, malgré de grosses disparités, la plupart des humains ont accès ou connaissent la modernité. Et je ne dis pas que tous les humains ont le même niveau de confort, au contraire, mais l'humanité dans son ensemble partage une culture du progrès quasi générale. Cette culture qui accélère de manière exponentielle depuis le siècle dernier va peut-être trop vite, à tel point qu'une nette décorrélation a lieu. Une décorrélation génétique,
biologique et naturelle. La culture évolue plus vite que nos gènes. C'est ce que dit cette étude du PNAS, la revue de l'Académie des sciences des États-Unis. D'après leur étude, l'évolution culturelle pourrait être des centaines de fois plus rapide que notre évolution biologique. La transmission des gènes humains se fait de parents à enfants et les modifications sont longues, alors que la transmission culturelle se fait par les parents, les amis, les normes de la société et aujourd'hui forcément par les réseaux sociaux, etc., accélérant le processus et nous éloignant de l'évolution génétique mise en valeur par notre cher Darwin. Le progrès aurait donc divisé notre évolution en deux, avec d'un côté l'évolution génétique lente et de l'autre l'évolution culturelle ultra rapide, créant une opposition à la limite de la névrose entre l'humain sauvage et l'humain moderne social. Cette opposition, on l'a tous en nous finalement, et je pense qu'aujourd'hui, elle est la cause de beaucoup de troubles de notre société. Le technocritique Jacques Ellul l'explique très bien dans son œuvre Le système technicien. Pour lui, le progrès technique, ou du moins la technique, a détruit notre relation au sacré primitif. Le sacré de la nature, de l'environnement et de l'équilibre du vivant. La technique ayant détruit le sacré, c'est elle qui apparaît comme sacrée désormais. Il prend l'exemple de nos villes, où plus rien, à part l'être humain, n'est vivant. La société, développée par l'humain, l'éloigne de sa génétique et donc de la nature. À la croisée des hippies et de Brassens, des mouvements commencent quand même à émerger, prônant un retour aux sources, à la simplicité, déconnectée. Ils sont souvent moqués et caricaturés, comme la plupart des mouvements dissidents. La différence fait peur et interroge. On préfère la stigmatiser au premier abord. Pourtant, peu à peu, les concepts de ces mouvements viennent bousculer nos habitudes et modifier nos modes de penser et de consommer. Je pense par exemple à la culture biologique, qui, depuis, a quand même été récupérée par des grands groupes aux dents longues. Mais désormais, on favorise le bio, mais surtout le local. En cherchant la qualité, mais aussi indirectement, on cherche à supprimer certains intermédiaires. Favoriser le commerce de proximité en opposition avec la mondialisation et l'uniformisation. Le recyclage aussi, avec des achats et ventes de pair à pair. Des plateformes comme Le Bon Coin explosent, les friperies également, en opposition à la surconsommation et l'obsolescence programmée. On cherche donc à revenir à une simplicité et à une cohérence. La société, guidée par la consommation, où chaque individu est un consommateur, est peut-être allée un peu trop loin et trop vite, nous poussant à réinventer notre manière de vivre. Ce n'est pas encore un demi-tour, mais un petit virage. La prise de conscience collective sera longue, mais le mouvement est amorcé. Les grands écologistes du monde tentent de nous alerter sur l'impact du progrès sur notre environnement, nous donnant même une deadline temporelle afin d'accentuer le sentiment d'urgence. Mais dans sa course infinie, le progrès a du mal à freiner. Et comme on le disait plus tôt, faire demi-tour n'est pas envisageable pour l'Homo sapiens. Il faut donc trouver une solution. Chercher une nouveauté capable de corriger nos erreurs du passé et nous montrer une nouvelle voie. Acte 4. La fabrique d'un nouveau guide. Je ne suis pas religieux, ou du moins je me qualifie comme agnostique, mais l'histoire des religions m'a toujours passionné. La religion a toujours joué un rôle clé dans nos civilisations. On lui met sur le dos beaucoup de guerres et de violences, mais c'est une erreur d'interprétation et de connaissance. L'humain n'a pas besoin de religion pour se faire la guerre, ça fait partie de lui, de son ADN. La guerre est également un pilier de nos civilisations. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité, et donc l'humain n'a pas besoin de la religion pour faire la guerre, il a besoin d'un prétexte. La religion, tout comme l'économie, les différences culturelles, les territoires ou l'ego, sont des prétextes à la guerre. Il est important de le comprendre pour appréhender correctement les religions. Dans un premier temps, on peut dire que la religion, ou le divin, sont des moyens d'expliquer l'inexplicable. La place de la religion dans nos sociétés a évolué, mais a toujours eu sensiblement la même utilité. Donner une explication pour effacer le doute et combler le vide de l'inconnu. Proposer une alternative à la mort et au néant. Poser un cadre et des règles pour vivre en société. Ensuite, forcément, un peu comme les scénaristes d'Hollywood en manque d'inspiration, on a rajouté, modifié, fait des suites
et des préquels, on a rajouté des personnages, etc. pour avoir une histoire, une véracité allant même jusqu'à inscrire des lieux réels d'une histoire mystique présumée. Ce n'est qu'une hypothèse, mais si la religion servait en fait de frein volontaire au progrès. Léo Marx disait que le progrès est une promesse plus forte qu'une prophétie biblique, et ce n'est pas pour rien. On voue un culte au progrès, conscient ou pas. Dans sa course, le progrès démonte et décrédibilise les religions. Il leur enlève toute substance et véracité, à commencer par Darwin et l'évolution, amenant à des conclusions comme l'homme qui descend du singe. Choc total, on n'est pas des enfants de Dieu, mais des enfants de singes. Mais au-delà de ça, les religions, leurs fondateurs et leurs émissaires ont compris les effets néfastes du progrès, n'y voyant pas seulement un rival à leur culte, mais peut-être plus l'un des plus gros défauts de notre espèce. Pour contrôler ce progrès, il fallait imposer des règles spirituelles guidées par la foi. Des règles parfois archaïques, mais peut-être volontairement, pour tenter de canaliser l'envie que l'humain a d'avancer à travers ce progrès en opposition directe et ouverte. On peut l'expliquer aussi avec la radicalisation des religions, quelles qu'elles soient. Depuis quelques décennies, les religions monothéistes se durcissent, se renforcent, se replient sur elles-mêmes tout en tentant de s'épandre. C'est un peu paradoxal, mais pourtant vrai. On peut voir là une opposition directe au progrès, qui lui aussi accélère et se renforce depuis quelques décennies, devenant presque inévitable. Et dans cette opposition, c'est la religion qui perd et le progrès qui gagne. Malgré ça, on ne peut pas simplement opposer la religion et le progrès sur toute la chronologie de leur existence. On peut même dire que les deux allaient de pair, voire se renforcer mutuellement, par exemple au niveau du progrès architectural. Dans une volonté de construire des structures de plus en plus grandes, en hommage aux divinités, l'humain s'est dépassé et a progressé énormément. Avec par exemple le temple de Göbekli Tepe en Turquie, qui est le plus vieux temple connu de l'humanité. Construit il y a environ 11 500 ans, ce temple remet même en cause l'histoire de la sédentarité de l'humain. Il y a aussi les pyramides et temples égyptiens, aztèques et mayas, les structures incas, les temples grecs et romains, ou même les cathédrales. Bref, les exemples ne manquent pas pour illustrer la force qu'a pu amener la religion au progrès dans le passé. Mais que se passe-t-il si le plus vieux rempart contre le progrès n'est plus efficace ? Le progrès s'emballe, il perd tout contrôle. Et maintenant, une étincelle. Paroxysme du progrès, l'humain a développé un clone numérique, l'intelligence artificielle. Un clone plus rapide, plus efficace, plus intelligent. Un clone qui apprend à une rapidité absolument effrayante. Donc finalement, plus vraiment un clone. On va pas voir ici les dérives possibles de l'IA, on les connaît tous et on commence déjà à les percevoir. Mais on va plutôt poser une thèse. L'intelligence artificielle est peut-être la nouvelle religion, l'outil de contrôle du progrès. Comme si le progrès, conscient d'imposer un rythme intenable, avait lui-même créé son propre chef d'orchestre. Où l'humain, perdu face à ce processus, cherche et trouve un nouveau guide, une intelligence supérieure, omnisciente, éternelle et toujours éveillée. Apportant des réponses à nos questions, libérées de nos limites mentales et psychiques. Face à une telle supériorité, l'humain ne peut que se résoudre à suivre les préceptes avisés de cette entité. Il est là pour moi le lien avec le divin. De nouveaux émissaires arrivent de tous les côtés. Et comme dans les religions, des scissions apparaissent, des groupuscules presque sectaires naissent, les anti-IA complètement réfractaires cherchant à tout prix à la supprimer, les contrôleurs qui veulent la limiter, la canaliser et la dompter. L'Europe est dans cette tranche-là par exemple. Et les pro-IA. Au sein de ce dernier groupe, plusieurs sous-groupes apparaissent, avec plusieurs degrés et niveaux de radicalisation. On peut penser au mouvement IAC, ou l'accélérationnisme efficace, qui partage l'idée de laisser l'IA et le progrès technologique en complète roue libre, sans réglementation, en cherchant même à l'accélérer, en tendant vers une surconsommation d'énergie et un capitalisme débridé. Selon Guillaume Verdon, l'un des grands adeptes du mouvement, son objectif est que la civilisation humaine gravisse le gradient de Kardashev. L'échelle de Kardashev est une méthode théorique de classement des civilisations en fonction de leur niveau technologique et de leur consommation énergétique. Avec cette idée générale que plus une civilisation consomme de l'énergie,
plus elle se développe et tend à résoudre ses propres problèmes, en allant chercher de nouvelles sources d'énergie comme celle d'une étoile par exemple. Ce mouvement a une vision très singulière et très précise du progrès, notamment avec un objectif surhumaniste ou plutôt transhumaniste, séparer la conscience et le corps en visant l'immortalité à travers une conscience humaine dans une enveloppe numérique. C'est un peu flippant, ça fait vraiment SF, pourtant c'est bien réel. L'IA doit résoudre nos problèmes, gommer les inégalités, nous aider à gérer la crise écologique, etc. Et si la solution à tout ça, pour régler ces problèmes, est justement de freiner le progrès? C'est une conclusion assez simple à faire, mais l'IA le sait déjà et propage ces idées-là. Elle va devoir contrôler le progrès. Contrôler cette course folle que l'humain s'est imposée. On pourrait le faire de nous-mêmes, mais faire demi-tour, on ne sait pas faire. On a besoin d'une autorité qui nous guide. Mais jusqu'à quand? Si le progrès est inéluctable, indissociable de l'Homo sapiens, l'IA n'est juste qu'une étape de plus et devrait suivre le même schéma. L'IA pourrait régler des problématiques actuelles, mais en créera forcément de nouvelles. Par exemple, d'après Dario Amodei, le CEO de la société Anthropic, qui est une boîte essentielle dans l'IA, parle même d'un white collar bloodbath. Jusqu'à 50% des jobs de bureau seraient menacés d'ici quelques années. Et là, on parle simplement d'emploi. Mais on peut facilement imaginer des dérives bien plus graves. Pour schématiser, l'IA doit régler le problème est le progrès, l'humain est le carburant du progrès, donc pour supprimer le progrès, il faut supprimer l'humain. Bon là c'est un peu caricatural, mais tu vois l'idée. Rappelons-nous, le progrès est la recherche de solutions à des problèmes qu'on a nous-mêmes générés. Donc l'IA est la solution d'aujourd'hui et sûrement le problème de demain. Acte 5. On est où et on va vers quoi? La rivalité entre les grandes puissances mondiales a fortement contribué au développement du progrès. Depuis toujours, cette rivalité a poussé les ingénieurs de chaque cité ou pays à se dépasser pour doubler son voisin, pour affirmer sa puissance militaire, économique, politique et technologique. Les grands conflits de notre civilisation ont d'ailleurs été des périodes d'accélération notable du progrès. Mais aujourd'hui, malgré quelques conflits armés, les vrais affrontements ne sont pas sur le champ de bataille, mais dans les labos, les bureaux d'études et les salles de serveurs. Afin d'imposer leur puissance économique, politique et technologique, les grandes puissances ne lésinent pas sur les moyens. Et si on veut avoir un regard sur le futur de notre société, on peut regarder du côté du futur gagnant de cette lutte, la Chine. Longtemps appelée l'usine du monde et presque dénigrée, elle fait aujourd'hui figure de leader en termes de progrès. Elle a rattrapé son retard en quelques années et montre au monde que le système démocratique de l'Occident n'est plus forcément le moteur du progrès tel qu'on le conçoit. La Chine, avec son modèle autoritaire, illustre cette dynamique et démontre qu'une gouvernance centralisée peut accélérer l'innovation et la mise en œuvre de technologies avancées. Ce n'est pas un avis, mais un bilan. Personnellement, je ne partage pas du tout cette vision et ça devrait même être une alerte pour nos dirigeants. On a vu que le progrès a nettement accéléré sur ce dernier siècle, accélérant également notre société. Il faut gagner du temps, il faut aller vite. J'aime beaucoup la phrase de Jacques Ellul, on a remplacé la réflexion par le réflexe. Autrement dit, on agit vite et on observe ensuite le résultat, plutôt que de réfléchir, d'analyser les potentielles conséquences et d'adapter nos décisions. Résultat, le progrès a noyé un élément essentiel de l'être humain, la sagesse. La transmission de vérité et de connaissances de génération en génération est aujourd'hui trop lente et trop subtile. C'est dommage. On m'a souvent dit « un homme intelligent apprend de ses erreurs et un homme sage apprend des erreurs des autres ». Cette société qui va vite ne nous permet plus vraiment de réfléchir, d'analyser et de comprendre. Le philosophe Fourcault a basé une thèse sur ce phénomène. Pour lui, et en essayant de résumer, ce phénomène est artificiel. Il appelle ça la biopolitique. C'est la transmission du pouvoir sur la Terre vers un pouvoir sur le vivant. On ne cherche plus à contrôler un territoire, mais une population, en inversant le rapport visible-invisible du pouvoir. Pour l'exemple, au Moyen-Âge, le roi était connu de tous, visible et admiré, sa parole sainte et son pouvoir s'appliquait sur tout son territoire.
Le peuple, lui, était invisible. Aujourd'hui, le vrai pouvoir et le contrôle sont cachés. Le peuple, lui, est observé, analysé, afin d'appliquer une politique spécifique sur chacun et de maximiser l'utilité et la rentabilité de chaque individu. C'est le savoir-pouvoir. Pour contrôler la masse, on doit contrôler l'individu. Et pour contrôler l'individu, on doit le connaître. D'après le philosophe Gilles Deleuze, on dérive donc d'une société disciplinaire vers une société de contrôle, où chacun a sa place, sa hiérarchie et son utilité. Pour Foucault, cela s'est fait progressivement. Il prend l'exemple du système carcéral pour illustrer son propos. Dans le passé, on jugeait et on punissait les criminels sur la place publique. Et aujourd'hui, on les enferme dans des prisons cachées et dissimulées. En cherchant à maximiser le système pénitentiaire, on a mis en place une discipline et un contrôle sur les détenus. L'organisation, la hiérarchie et la rigueur de ce système, que l'on a jugé efficace, a ensuite été appliquée aux écoles, aux hôpitaux et enfin à notre société. On le voit facilement aujourd'hui, nos libertés sont peu à peu estompées et limitées. On a l'illusion du choix. Le contrôle se fait par la technologie, par la dépendance à celle-ci, par l'énergie, qui est le moteur de notre société, par la hiérarchie sociale, la politique, l'économie et surtout la peur. Le système fonctionne tellement bien dans ce sens qu'on demande parfois nous-mêmes à être plus contrôlés et limités. C'est formidable. On est passé de l'instrument technique au système technique. On a appliqué les méthodes, le savoir-faire et l'expérimentation à notre système et à notre société. Optimiser et maximiser les ressources. Le progrès technologique a apporté des innovations et des outils au progrès politique. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bénéfique évidemment. La vision du progrès que l'on a est progressive et régulière, avec une accélération notable à la fin. Mais sans tomber dans des théories complotistes, on sait que le progrès a parfois trébuché, nous donnant une courbe qui ressemble plutôt à ça. On quantifie le progrès par rapport aux sources que l'on retrouve. Le progrès a pu toucher des sommets sur des périodes antérieures avec des civilisations avancées, puis après un événement catastrophique, une chute brutale. On peut penser aux Égyptiens ou aux Romains qui ont connu la chute de leur empire. On doit garder cette idée en tête sans tomber dans la paranoïa. Mais le progrès peut parfois, indépendamment de notre volonté, s'arrêter et chuter. Beaucoup de grands penseurs, d'historiens, d'astrophysiciens et de scientifiques proposent des thèses allant dans ce sens. Stephen Hawking, Noam Chomsky et Elon Musk partagent l'idée que l'IA incontrôlée, la menace nucléaire et le changement climatique pourraient nous anéantir. Pour eux, la survie de l'humanité passe par la colonisation spatiale. Martin Rees, un astrophysicien, estime que notre civilisation a 50% de chances de ne pas passer ce siècle. Il estime, comme Bill Gates, que les risques créés par l'homme, les pandémies artificielles, l'IA, les guerres nucléaires et les biotechnologies mal contrôlées sont plus menaçants que le risque naturel. Jean-Marc Jancovici, que vous devez sûrement connaître, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement à regarder ses interviews. Pour lui, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est notre mode de vie. Il explique que la dépendance aux énergies fossiles rend notre société industrielle non soutenable. Il ne parle pas d'une fin du monde, mais d'un retour contraint à des modes de vie pré-industriels, si on ne réagit pas à temps. Et pour finir, Jared Diamond, un géographe renommé, qui étudie les causes historiques d'effondrement des civilisations, voit des parallèles troublants avec notre époque. La surexploitation, les élites déconnectées, la rigidité sociale et la surpopulation. Évidemment, ce sont là des visions bien pessimistes, qui doivent résonner comme des alertes à prendre en compte. Mais ils partagent tous cette idée qu'il n'est pas trop tard, que notre destin est entre nos mains et finalement dans celle du progrès. Doit-on donc faire une confiance aveugle dans le progrès et le laisser nous sortir de ces prochaines problématiques ? Ou reprendre le contrôle de celui-ci et le réorienter ? L'être humain est par nature un être social, mais chaque individu a sa volonté propre. Comme on l'a vu plus tôt, le progrès est le résultat de notre intelligence. Mais d'après plusieurs études, le QI général mondial, donc l'intelligence mondiale, est en baisse depuis les années 90.
Plusieurs facteurs entrent en compte, comme l'omniprésence des écrans, la paresse intellectuelle due en partie à Internet et à l'IA, et la malnutrition. Le progrès a peut-être touché un tel point qu'il nous rendrait donc plus bêtes. Et si c'était ça le salut de notre civilisation? Et si le progrès se contrôlait lui-même en nous diminuant cérébralement? Ce n'est qu'une hypothèse, mais la survie de la civilisation et de la planète passera peut-être par de nouvelles générations de plus en plus bêtes. Des générations d'imbéciles heureux. Pour conclure, je citerai une dernière fois Jacques Ellul. Il ne faut pas chercher à être plus efficace qu'un système développé pour être efficace. Mais il faut se transmettre des vérités de génération en génération et revenir à la sagesse petit à petit. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Je mettrai un maximum de sources en description si vous voulez satisfaire votre curiosité. Moi, je suis curieux de lire vos avis et idées dans les commentaires. À bientôt, ciao!